Salut, la journée de la télé, c'est aujourd'hui. Philippe Dana, vous avez coordonné cette opération qui débute à 14 h, qui va s'achever tard dans la nuit sur Canal. De quoi s'agit-il? C'est la troisième fois qu'on fait cette opération, qui est née d'ailleurs en même temps que Télédimanche, en septembre 92, et qui consiste à donner une carte blanche à ceux qui font les programmes de télévision qu'on consomme quotidiennement, c'est-à-dire les sociétés de production et les diffuseurs, donc les autres chaînes, en l'occurrence France 2, France 3 et Arte qui participent cette année. Tout le monde a participé? Tout le monde a participé, à l'exception pour les chaînes de TF1 et de M6, pour les grandes chaînes en tout cas. Alors quel est le thème? Alors le thème cette année, c'est la télévision, le pouvoir, la morale, donc un thème d'actualité, un thème de réflexion à 3 semaines des élections, du premier tour. Et on va voir donc une trentaine de petits modules, soit des fictions, soit des enquêtes, soit des documents, soit des reportages. Eh bien, ça commence à 14 h, après Télédimanche et après la semaine des Guignols, bien entendu. Les invités de Télédimanche sont aujourd'hui Anne Sinclair, le patron de France 3, Xavier Gouillou-Beauchamp, les animateurs de France 3, Julien Lepers, il est au fond, le voilà qui descend. Vincent Perrault, plus modeste. Salut, vous direz à Michel que j'ai les résultats des matchs, je lui dis tout à l'heure. C'est Pascal Brunner. Et enfin, le voyageur Pascal Sanchez. Invité également les vedettes du dimanche soir sur France 3, Christine O'Krent qui est passée rapidement, Serge Julie qui passe également très rapidement et plus lentement, Philippe Alexandre. Les scoops de Télédimanche avec Marc-Olivier Fogiel et on commence tout de suite par France 2. Où il y aurait des divergences de vues entre Dominique Cancien, qui est directrice de la création à France Télévisions, et Louis Berriot, qui est le directeur de l'antenne de France 2, des divergences de vues qui devraient provoquer le départ de Dominique Cancien de la chaîne. Laurent Boyer est à nouveau en contact avec TF1 et ça pourrait être bientôt le transfert M6-TF1. Dominique Bromberger. Le magazine Décision secrète qu'il présentait sur TF1 pourrait très vite voir le jour sur les grilles de France 2. Des négociations sont en cours. Alain Bougrain-Dubourg va faire son retour sur France 2 dès le mois de juin. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas à l'antenne. Il revient avec une nouvelle émission le 10 juin. Le titre « À tire d'aile ». Dans un instant, la première invitée de Télédimanche, Anne Sinclair. Présidentielle, la campagne officielle débute le 7 avril. Ce soir, Anne Sinclair reçoit son dernier invité politique à 7 sur 7. Il s'agit de Jacques Chirac. Bonjour Anne Sinclair. Bonjour Michel. Pourquoi Jacques Chirac, dernier invité politique? C'est un tirage au sort? C'est presque ça. Ça fait 2 mois que j'ai demandé à Jacques Chirac d'être invité à cette date-là. À l'époque, c'est vrai, il n'avait pas la position qu'il a aujourd'hui dans les sondages, donc ça n'avait pas de sens particulier. Sinon, distribuer un peu au gré des emplois du temps des uns et des autres les 7 sur 7 de la dernière période avant la campagne officielle. Est-ce que tous les coups journalistiques et politiques qui ont eu lieu dans 7 sur 7 sont préparés? Par exemple, Jacques Delors, quand il arrive à 7 sur 7 pour finalement annoncer tout à fait à la fin de l'émission qu'il ne se présente pas, que savez-vous avant de commencer l'émission, vous? Eh bien, je le sais 5 minutes avant. Il m'a dit 5 minutes avant qu'il n'y allait pas. Jusqu'alors, j'étais comme tous les Français, réduite à parier ou être dans l'expectative. J'avais donc prévu de plutôt le mettre vers sa réponse, même si je lui ai posé la question dès le début, parce que c'était la question que tout le monde se posait. Mais je me doutais qu'il avait plutôt envie d'expliquer les raisons qui feraient au bout du compte, qu'il irait ou qu'il n'irait pas. Donc plutôt de jouer ça plutôt vers la fin. Donc l'émission s'est déroulée à peu près comme je l'avais prévu, sauf que j'ignorais jusqu'à 5 minutes, 7h-5. À 7h-5, j'ai su qu'il n'y allait pas. Est-ce que les hommes politiques qui sont venus à 7 sur 7 jusqu'à maintenant, dans cette période qui précède la campagne officielle qui commence dans 8 jours, vous négociez avec eux une annonce quelconque importante les concernant? Non, du tout. Jacques Delors, bon, il avait choisi, et là aussi c'était un rendez-vous pris très longtemps à l'avance parce qu'avec Jacques Delors, depuis des années, on avait rendez-vous à 7 sur 7 les soirs des grands sommets européens. Et là, il se trouve que c'était la fin du sommet des Cènes et puis la fin de sa présidence. Donc, c'était un rendez-vous prévu. Mais, et de fait, Jacques Delors, c'est là qu'il a annoncé ce qu'il voulait faire. Mais sinon, j'ai rien à négocier. Eux s'intéressent au rendez-vous parce qu'il vient à un moment essentiel. Donc, ils ont envie d'y dire ou de ne pas dire des choses. Jacques Chirac avait annoncé sa candidature à la Voix du Nord et il a choisi 7 sur 7 pour venir expliquer les raisons de sa candidature. Édouard Balladur, il y a 3 semaines, a choisi le moment de son passage à 7 sur 7 pour opérer un revirement dans sa campagne. Donc je pense que c'est un peu l'inverse. Ils savent qu'il passe à cette émission et en profitent pour faire que cette émission ait le retentissement le plus grand possible. Alors tous les candidats n'ont pas eu le même accès à la télévision, en général, 7 sur 7 compris. Mardi, le CSA publiera le décompte officiel. Isabelle Billet. Depuis presque 2 mois maintenant, 5 jours sur 7, la télévision est à l'heure de la campagne électorale.
10 émissions politiques sont programmées chaque semaine, soit près de 12 heures d'antenne mises à la disposition de tous les candidats. C'est l'opulence. Alors à droite et à gauche, on se passe les fauteuils, on répond, on débat seul face aux journalistes. Stratégie de campagne, une fois de plus, très télévisuelle. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à un mois. La stratégie la plus simple, c'est celle qui consiste à se battre pour convaincre et à partir du moment à prendre toutes les émissions qu'on nous propose pour essayer de faire communiquer la conviction qui est la nôtre, c'est que notre candidat, en l'occurrence Édouard Balladur, est le mieux à même de gagner les présidentielles. Jacques Chirac, merci d'être des nôtres. Jacques Chirac, bonsoir. Bonsoir. Il y a une présence naturelle de la part de tout candidat. Il y a des propositions qui sont faites par les chaînes et c'est en fonction du calendrier, de l'évolution de la campagne des candidats. Et s'agissant de Jacques Chirac, c'est en fonction également du déroulement de sa campagne qu'il a choisi ses interventions médiatiques. Monsieur le candidat, bonjour. Bonjour. Lionel Jospin, bonsoir. Bonsoir. Il répond aux invitations des chaînes publiques, des chaînes privées, y compris des chaînes culturelles. Ça lui est arrivé, ça lui arrivera. Il ne méprise jamais personne. Donc il est prêt à aller partout? Oui. Un chef d'État... À ce grand jeu de chaises musicales orchestré par la télévision, tous les candidats n'ont pas eu les mêmes chances. Il y a les gros, ils sont 3, ce sont eux qui ont occupé le devant de la scène. Chacun a fait 10 émissions ou presque, chacun aussi s'est fait la part belle dans les journaux télévisés, équité de temps de parole. Ils font la course en tête dans les sondages, mais aussi à la télévision. de vérité. De vérité. Mais derrière ces grands frères, il y a le reste de la famille des politiques. Et là, même si on a voulu adopter la stratégie du tout médiatique, on a eu du mal à se partager le gâteau. Si moi j'avais un débat sur... Vous ne m'avez vu dans aucune émission, sauf comme faire valoir pour 5 minutes à la fin de l'émission d'un autre, comme comparse en quelque sorte. 7 sur 7, l'heure de vérité, la marche du siècle, la France en direct, face à la une, carnet de campagne, et je ne vous parle pas des... Rien de tout ça. Rien. Combien de fois moins de passages à la télévision, par exemple, que les 3 principaux candidats? Bon, c'est incalculable. Je sais que sur France 3, par exemple, quand moi j'ai 13 minutes, Balladur à 1 heure, à peu près. Le CSA n'a pas joué son rôle, pour vous? Non. Le CSA est une institution potiche. Ça sert à rien? Si, elle a institutionnaliser et soutenir les complicités du système. Je pense que, d'une façon générale, j'ai eu moins de temps que d'autres. Ce que je considère tout à fait inadmissible, c'est par contre ce qui se passe autour des 3 candidats. Les 3 candidats officiels, en quelque sorte. Les sondages auraient déterminé, une fois pour toutes, ce que devait être le premier tour de l'élection présidentielle. Je constate que même un certain nombre de médias ont supprimé les émissions auxquelles je devais passer. C'est le cas, par exemple, du vôtre, avec l'émission L'Hebdo. C'est le cas de Zone Interdite sur M6, qui est une émission de 2 heures, qui est strictement réservée aux candidats officiels. Alors, sous le Second Empire, c'était l'empereur qui désignait les candidats officiels, c'est-à-dire ceux qui seraient automatiquement élus. Et dans notre pays, eh bien, c'est le complexe sondageau-médiatique qui joue ce rôle-là. Seule satisfaction pour Jean-Marie Le Pen dans cette noirceur médiatique qu'il ne cesse de souligner. Son invitation sur le plateau de 7 sur 7, la première, l'émission était exceptionnellement animée par Gérard Carrero. Mais ces exceptions-là ne font pas des comptes de campagne équitables. Il y a un mois, le CSA avait souligné le retour à un certain équilibre, certes, mais entre les grands seulement. Pour les autres, pas moyen d'aligner les temps de parole. Alors, un commentaire sur ce qu'on vient de voir? Oui, je voudrais juste dire que, bien sûr, on peut discuter de la légitimité du CSA. Néanmoins, c'est l'instance de régulation reconnue par tous. À TF1, nous l'avons scrupuleusement respecté. Et à 7 sur 7, j'ai reçu tous les gros candidats, comme on dit. Mais sont passés aussi à 7 sur 7 Le Pen, De Villiers, Robert Hue, Laguillet, Voynet, Wechter, Lalonde. Donc, ont eu accès avec, c'est vrai, des temps de parole. Certains ne sont peut-être même pas candidats, définitivement. Alors, c'est vrai que c'est un problème, ça. Moi, j'ai reçu quelques 30 ou 35 lettres de gens disant « je représente telle organisation, tel organisme ». Je ne parle pas des farfelus, hein, mais je représente telle organisation et j'ai l'intention de me porter candidat. Est-ce que le fait de se déclarer, d'avoir envie d'être candidat à la présidence de la République ouvre automatiquement le droit à des émissions de télévision? C'est un vrai problème. Et je crois que le CSA a quelques matières de réflexion pour la suite. Alors, qui allez-vous recevoir jusqu'au 2e tour? Alors, c'est très compliqué. D'abord jusqu'au 1er tour.
Jusqu'au premier tour, Jacques Chirac, ce dimanche, est l'invité du dernier 7 sur 7 avant la campagne dite officielle. La campagne officielle impose le même temps de parole absolument à tous ceux qui ont recueilli ces fameuses 500 signatures. Or, 7 sur 7, la semaine prochaine, le 9 avril, il n'y a pas d'émission parce qu'il y a un Grand Prix de Formule 1 d'Argentine. Et le 16 avril, qui est le dimanche avant le premier tour, est le seul 7 sur 7 de la campagne officielle, où là, je m'interdirais de recevoir des hommes politiques parce que je ne peux pas, en une seule émission, donner la parole à tous les candidats. Et je crois que je vais faire venir des directeurs d'instituts de sondage qui nous disent, après tout, leur regard sur cette campagne qu'ils ont tellement contribué à fabriquer avec leurs résultats qui ont servi de commentaires, d'analyse et puis qui ont alimenté toute la campagne. Et entre les deux tours ? Alors, entre les deux tours, il y aura un dimanche, qui est le dimanche 30 avril, et je crois que j'organiserai le face-à-face des supporters, des numéros 2, des deux candidats qui sont restés en lice. Quelle est votre opinion sur le ton de cette campagne présidentielle ? Moi, j'ai jamais vu une campagne pareille. Édouard Balladur était archi-favori après l'été. Jacques Delors était archi-favori à l'automne. Jacques Delors se retire. Édouard Balladur redevient archi-favori après Noël. Jacques Chirac reprend la tête dans un match extrêmement serré. Aujourd'hui, il y a question de savoir qui va être au deuxième tour d'Édouard Balladur ou de Lionel Jospin si on voit les résultats des sondages. Moi, j'ai jamais vu une campagne avec autant de retournements, avec un électorat aussi... Qu'est-ce qui explique ces revirements ? Je crois que c'est un électorat qui s'interroge parce qu'il a entendu beaucoup de promesses, parce que depuis 14 ans, on leur a dit qu'on allait changer la vie, réduire le chômage, qu'il a vu les majorités alterner, se casser les dents sur les mêmes problèmes qui sont leurs problèmes, et qu'aujourd'hui ils se disent qui a la recette. Et je crois que c'est de l'indécision, une vraie interrogation, et puis ça se jouera sur l'impression, je crois, au final, que donneront les candidats. Il y a un phénomène nouveau, c'est l'importance des émissions satiriques, le bébé de show et les guignols de l'info. Est-ce qu'à votre avis, ça a une réelle importance? Ah oui, je crois. Je crois que ça a donné, chez tous les jeunes, mais qui ont diffusé dans les familles, vraiment, ça a eu beaucoup d'influence, à mon avis, les guignols. Souvenez-vous, il y a eu toute l'époque où Chirac était là, mon Dieu, je dis mon Dieu, 2 ans, encore 2 ans. Et puis il y a eu toute l'époque où Jacques Chirac apparaissait comme le malheureux, lâché par tous les siens, des haches dans le dos, des couteaux dans le dos, qui ont donné de lui une image de martyr très sympathique, et d'Édouard Balladur assez sûr de lui et pensant gagner l'élection. Donc je pense que tout ça a joué. Évidemment, c'est après coup qu'on sait dans quel sens ça a joué. Mais je pense que ça a donné des impressions. Et aujourd'hui, les gens votant beaucoup sur l'impression qu'ils ont d'un candidat, sur le tempérament qu'il dégage, je pense que ça a contribué, oui, mais ça fait partie du jeu et de la démocratie. Merci Anne Sinclair. Alors ce soir, les concurrents directs de Jacques Chirac, qui sera votre invité à 7 sur 7, ne seront pas Édouard et Lionel, mais les Gromelot et les Dupinçon. Vous ne les connaissez pas encore. Vous aurez du mal à les voir puisqu'ils seront diffusés sur France 2 à 19h25, donc face à votre émission. Le premier épisode d'un nouveau sitcom qui s'appelle Les Gromelot et les Dupinçon, c'est donc pour ce soir, c'est 100% français pour succéder à Maggie et non pas à Nagui. Sandrine Rostand. Je vous propose de jouer au jeu des 7 familles, sauf qu'il n'y a que 2 familles, les Gromelot et les Dupinçon. L'une a des revenus modestes et l'autre est plutôt bourgeoise. Tout irait dans le meilleur des mondes s'ils n'étaient pas voisins. Dans la famille Gromelot, je demande la grand-mère Mémé. Je vous présente ma petite fille, Jaja, qui est merveilleuse. Elle ressemble à sa grand-mère, à sa mémé. Mon gendre. Et oui, il y a des erreurs dans la vie. Les hospices sont fermés. Et ma fille, Gisou. Voilà. Voilà l'univers des Gromelot. Il rime avec bon goût, une décoration kitsch, des accessoires ringards, tout y est. C'est l'endroit magnifique. C'est la salle à manger. Gisou fait des ménages, son mari s'aisselle et sans travail fixe, les enfants font tout ce qu'ils peuvent. Quant à Mémé, même en fauteuil roulant, elle mène tout ce petit monde à la baguette ou plutôt au fusil. Si ça vous intéresse, voilà, Mémé en action. Quand on ne m'écoute pas, je fais ça et je fais... Partez. 2875 francs. Chez les Gromelot, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On parle de crise, de chômage et d'argent, mais avec humour. Et on ne peut pas payer en plusieurs fois? Si vous voulez jouer aux riches, il faudrait peut-être investir dans une formation. Tenez, jeune homme. De l'autre côté du décor, sous-entendu de la rue, la vie est évidemment plus chic. Dans la famille Dupinçon, je demande la mère, Edwige. Hop. Ah non, c'est pas par là. Excusez-moi, pardon. C'est par là.
Mariés, 2 enfants et riches, les Dupinsons sont un tantinet coincés. Bon, tout ça ne vous rappelle rien? Eh bien non, ce n'est pas un remake de La vie est un long flottant, ça n'a rien à voir. Si ce n'est qu'il y a des gens, une famille qui a de l'argent et l'autre qui en a moins. Bon alors, cochons 2 tirages, hein? Bon, alors voyons, pour 2 tirages, 36 francs. Bah oui, 36 francs. Bon, et il y a 2 tirages, 4 tirages par semaine? Oui. Mais dites donc, c'est hors de prix. Mais c'est vrai ça, je n'ai pas pensé. Mais oui, mais Pénélope a raison. Nous payons suffisamment d'impôts comme ça. À moins que... Pénélope? Oui. Et si nous faisions un petit loto familial, 12 francs chacun? Beauf contre bourge, kitsch contre chic, c'est plutôt caricatural, non? Ah! C'est pas, quand même, c'est pas un truc sociologique. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Non, mais c'est vrai, on est là pour se marrer. Non, mais donc, le principe, ce sont ces 2 univers qui se télescopent, quoi. Donc, effectivement, il y a un petit peu de charge des deux côtés. c'est la comédie, voilà. Comme ça. Xavier Gouillou-Beauchamp est le patron de France 3. Depuis 1994, il est directeur général d'une chaîne dont l'identité a été longtemps difficile à établir en 1 ou 2 mots. Bonjour. Il en fallait plusieurs pour définir France 3, qui était un concept un petit peu hétéroclite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez définir France 3, disons, en 2 mots? Oui. Proximité, curiosité. Alors, les parts de marché de France 3 ont progressé. En 93, elles étaient de 14%. Et aujourd'hui, vous êtes à la moyenne, depuis le début 95, à 17,5%. France 3 dépasse souvent France 2. À la moyenne générale, pas encore, mais dans certains secteurs, comme le 19-20, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Est-ce que vous êtes condamné par la présidence de France Télévisions à rester derrière France 2? Pas seulement par la présidence de France Télévisions, mais je dirais par la nature des choses et par la ligne. La ligne de la chaîne à laquelle nous sommes fidèles ne nous fait pas ambitionner une audience pour une audience. Nous nous trouvons bien au niveau d'audience auquel nous sommes et nous n'avons pas d'autres objectifs. Nous avons des objectifs plus qualitatifs. Alors nous allons voir les recettes de cette réussite avec Christian Desplaces qui vient d'ailleurs de France 3. Elle s'est appelée 3e chaîne, puis FR3 et aujourd'hui France 3. Depuis plus de 20 ans, c'est une étrange lucarne. C'est pas une chaîne régionale, c'est pas une chaîne nationale, c'est une chaîne d'une profonde originalité. Et je pense pas qu'être original, ce soit un défaut. Je crois qu'au contraire, c'est une vertu. Une vertu qui plaît aux téléspectateurs. 17,5% de part de marché depuis janvier. Il y a un an, France 3 ne totalisait que 14,8%. La chaîne connaît donc un véritable boom en audience. Mais la réunion hebdomadaire de prévision des programmes a gardé sa sérénité. Lundi, on peut en parler? On en parle. Donc on met Ivanhoe comme film de Richard Thorpe avec Robert Taylor et Elisabeth Taylor. Une programmation cinéma susceptible de capter l'audience, mais pas trop cher à l'achat. 1 million de francs en moyenne par film. C'est l'une des recettes de France 3. L'autre, c'est de ne pas bousculer ses téléspectateurs. C'est une chaîne qui a gagné son succès par sa régularité, par sa patience, par le fait que cette équipe, comme ses prédécesseurs, ont toujours eu la volonté de donner le temps au temps et de donner aux émissions le temps de trouver leur public. France 3 a aussi appris à prendre des risques. Alors que l'ensemble du PAF annonce la mort des variétés, en septembre dernier, la chaîne mise tous les jours à 20h sur un jeu musical. Ça a été un pari. Installer un jeu musical à 20h, je ne vous cache pas qu'on avait grand espoir, mais qu'on n'était pas très sûr du résultat. Ce vendredi, on était à 24,6, je crois. Jamais on a lancé le jeu en septembre. Jamais on n'aurait imaginé effectivement en arriver là, c'est clair. Et ça rapporte. Les 30 secondes de publicité avant ce jeu coûtent aujourd'hui 125 000 francs contre 75 000 francs il y a un an. Toute la télévision rapporte plus d'argent, parce qu'on est sur un marché qui progresse de 11%. Toute la télévision gagne de l'argent. Et d'autre part, France 3 gagne plus en part de marché que ses concurrents. Donc c'est une bonne affaire pour France Télévisions. Le 19-20 est l'heure chérie des annonceurs. 43% des recettes publicitaires de la chaîne. Pilier de la tranche, les 25 journaux régionaux. France 3 est la plus grosse rédaction télé de France, mais aussi la chaîne qui compte le plus de salariés, 3400. Et le plus de directeurs, rien qu'en région, ils sont 13. Le défi de France 3, faire marcher tout le monde au même rythme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une mobilisation de l'entreprise. Une fierté qui existait, mais qui s'épanouit. Un sentiment
encore de légèreté donnée parce que enfin ils sont pris comme au sérieux, comme une entreprise qui marche et qui est à la mode. Alors c'est une émulation formidable par rapport à M6 qui est la petite chaîne qui monte pas, c'est la grande chaîne qui monte, c'est plutôt France 3. Ça sert de modèle aussi à France 2. Et quelquefois, France 3 se met à attaquer par la qualité de ses programmes la grande chaîne TF1. Mais jusqu'où va aller France 3? Sereine, la chaîne savoure son succès et prépare actuellement ses programmes d'été. Travaille sur l'habillage d'antenne. C'est le France 3 ou c'est le France 2 celui-là? Celui-là, c'est le... Il n'y a pas de qui. Ils sont placés ou en ouverture ou en Clin d'œil à France 2, l'aîné du service public, de la part d'une cadette qui grandit très vite. Alors c'est bien 3400 personnes, France 3, c'est-à-dire c'est la chaîne qui a le plus de salariés. Et oui, puisque nous sommes sur l'ensemble du territoire. Il y a seulement 800 personnes à Paris, le reste est en province. 13 régions, 24 rédactions régionales et maintenant 15 rédactions locales. Quel est le budget global? Près de 5 milliards, un peu moins de 5 milliards de francs. Alors nous allons revenir sur les stations régionales dans un instant. Elles existent depuis le début des années 60. Beaucoup de jeunes journalistes y ont fait leur début avant de tenter d'aller plus loin avec plus ou moins de réussite. Michel Royer et Evan Boutan ont retrouvé des archives. Objet, étudier les problèmes qui se posent dans le nord du département du Bas-Rhin, notamment dans l'arrondissement de Wissembourg, qui ressent, vous vous en doutez, plus que nulle part ailleurs, les fluctuations de la conjoncture économique en Allemagne fédérale. Le calme de cette rentrée scolaire signifie-t-il, monsieur le recteur, qu'elle s'est déroulée sans problème cette année dans la région de Midi-Pyrénées? Ainsi se termine notre émission de ce samedi. Amis du Cantal, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent après-midi, également un très bon week-end. Nous vous retrouverons lundi. Ce transfert des compétences se fera uniquement de l'État vers la région, sans rien enlever des compétences des départements et des communes. Monsieur Chirac a ensuite réaffirmé qu'aucun impôt nouveau ne résulterait de la régionalisation. Là, le notaire devra retracer point par point, minute par minute, son emploi du temps le soir du crime. Quel sera le résultat de cette reconstitution? Eh bien, pour l'instant, personne ne peut encore le savoir. Il est l'heure de donner le top télécinéma pour le nouveau journal. À vous, Venturelli. Top. Alors moi je propose tout de suite de proposer une toute nouvelle histoire. Oui. Hein? Histoire de se mettre un petit peu en situation. Exactement. Voyez, pour que vous sachiez en gros ce que c'est que les marionnettes d'ombre. Et puis on se retrouve après. Bonsoir à tous et merci de commencer cette nouvelle semaine en compagnie d'Affaires 3 Côte d'Azur. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. À Paris, il est très connu sous le nom de Tintin. Et sur FR3 Poitou-Charentes, il vient en plus présenter l'émission avec moi, monsieur Gérard Marchadier. Ça va? Bonjour. Routes nationales et départementales sont praticables avec des équipements spéciaux. Pas mal de hameaux encore isolés, mais les gendarmeries du département reçoivent très peu d'appels. Il semble que les gens aient pris leurs précautions. Les Lozériens sont habitués à ce genre d'intempéries. FR3, c'est 3 fois mieux. Voilà, des centaines et des centaines de journalistes et d'animateurs ont débuté à FR3. Certains y restent et s'y trouvent aussi très bien. Alors on va se retrouver dans un instant avec les animateurs vedettes de France 3, puis avec Christine Ockrent, Serge July et Philippe Alexandre. L'un des grands succès de France 3, c'est le 19-20. Chaque jour de la semaine, France 3 est leader à cet horaire stratégique grâce à l'amalgame info national, info régional. Sur les autres chaînes, le match Drucker de Chavannes fait couler beaucoup d'encre. Alors pourquoi êtes-vous, vous, si discret? L'audience de ce journal a progressé lentement, mais très clairement. Je pense que progressivement, notre chaîne s'est constitué son crédit auprès du public. Nous en sommes heureux, mais enfin, notre audience totale, elle est inférieure, naturellement, à celle de TF1, à celle de France 2. Et à ce niveau-là, bon, nous sommes heureux de nos résultats, mais nous n'avons pas pour habitude de gonfler nos muscles. Et il y a quelque chose qui est peu connu et qui, à mon avis, est très spectaculaire. Le 19-20,
cette grande édition d'information de France 3, mélange d'informations locales, d'informations régionales, d'informations nationales. Le 19-20, 1 heure, c'est en réalité une dizaine d'heures au total d'informations. 10 heures d'informations originales. Alors Alan Rothschild et Franck Battard ont passé la semaine à France 3 Ouest qui couvre la Bretagne et le Pays de Loire, soit 9 départements, 2 journaux régionaux, 4 télés locales, tout ça dirigé par Jimmy Joncar. À Rennes, dans les locaux de France 3 Bretagne, il y a une belle régie comme à Paris, devant laquelle trône une photo du président de France Télévisions, le Jean-Pierre Elkabbach de Paris. Pour le journal régional de 19h08, le jeune présentateur a une oreillette lui aussi. Il dispose d'un plateau plus propre et plus vaste que celui de ses collègues de la capitale. En revanche, il travaille sans prompteur et se défend de rêver de Paris. C'est toujours la question un peu bateau, est-ce qu'en région vous rêvez un jour d'accéder au national? Non, nous on fait le même boulot qu'au national, sauf que notre support il est différent. On n'a pas des choses hyper intéressantes tous les jours, mais notre boulot on le fait exactement pareil, de la même manière qu'au niveau national. Et non, on rêve pas à faire une carrière de présentateur. C'est ce que l'on fait, ce que l'on vit ici, c'est nettement intéressant. Et non, celui qui rêve, c'est un carriériste, si on peut dire. Le centre France 3 Bretagne dépend de la direction régionale France 3 Ouest, une des 12 directions régionales de la chaîne. France 3 Ouest, c'est une PME, 260 personnes, 2 régions programmes, Bretagne, Pays de la Loire, 2 journaux régionaux correspondant aux 2 régions, 4 éditions locales réparties sur les 2 régions et 9 bureaux départementaux avec dans chaque bureau une équipe de journalistes. La plus performante des télévisions locales de France 3 Ouest, France 3 Iroise, ici en reportage lors de l'Assemblée Générale du Crédit Agricole du Finistère, du local pur pour 54% de part de marché sur son bassin de diffusion. France 3 Iroise fait 2 choses. La première chose, c'est un journal local pour le Finistère et la pointe ouest de la Bretagne, qui est diffusé donc tous les soirs du lundi au vendredi aux alentours de 19h55-56. Petite boule de plume grise, la chevêche trône sur les toits et les cheminées. Souvent, elle joue à cache-cache avec les regards. Elle se dissimule sur la pierre ou se protège dans les feuillages. Car cette petite chouette vit aussi bien la nuit que le jour. Ce n'est pas un véritable oiseau de mauvais augure. Hag an neiltra hag e vegret amma, he journal ebrezonek hag a zoan vedan tolagat hag e veskignet bemde deus a lun beteg a zadan da nemet pemornugen. Bezo arran ba Crédit Agricole hag zo nebeut adut labour a bars penaos displeg an dra. Le public potentiel pour l'édition bretonne est limité. 250 000 téléspectateurs dans le département parleraient le breton. 500 000 le comprendraient. C'est facile de trouver des intervenants qui parlent le breton? Pas toujours, ça dépend du milieu. Bon, ici c'est le milieu agricole, ça pose pas trop de problèmes. Donc ici, on trouve assez facilement. C'est un petit peu plus difficile quand on va voir une seule personne ou bien quand c'est des tout petits groupes et notamment en milieu urbain. Et vous avez appris le breton où? Moi je l'ai appris chez moi, je suis fils de paysan, donc naturellement c'était la langue usuelle. Donc, dans ma famille. Pour les décrochages régionaux, outre des journaux d'information, France 3 Ouest conçoit des émissions de production. Avec son programme intitulé En flânant, Roger Giquel fait découvrir aux téléspectateurs le patrimoine de l'ouest de la France. Diffusé le samedi à 13h05, ce programme atteint régulièrement près de 15% de part de marché. Le service public en général s'est considérablement rétréci. Une partie du service public ne remplit pas, à mon sens, complètement sa mission. Heureusement, il y a France 3 qui vraiment s'efforce d'être près des gens, c'est-à-dire en fait de leur rendre quelque part un service. Pas seulement en leur tendant un miroir, en regardant ce qui se passe autour d'eux et en regardant ce que les autres font dans leur région, dans leur pays. Moi, je trouve que ça, c'est de la vraie télé, quoi. D'accord, pas d'accord? D'accord. Bien. Alors, 4 animateurs participent au succès de France 3. Pascal Brunner, Julien Lepers, Vincent Perrault et Pascal Sanchez. Voilà, ils vont nous rejoindre tous les 4. Alors, Xavier Gouillot-Beauchamp, y a-t-il, bonjour, chers camarades, un profil animateur France 3? Oui, on peut dire ça. D'abord, vous remarquerez qu'ils ne sont pas très âgés. Donc la première caractéristique, les animateurs sont jeunes. Il y a une caractéristique qui est fausse, il n'y a pas que des hommes dans les animateurs de France. Pascal. Il se trouve que cet échantillon limité, enfin,
quand même assez symptomatique de ce. Alors, est-ce que vous aimez les émissions qu'ils font par goût ou parce que vous pensez professionnellement que ce sont des bons choix? Autrement dit, est-ce que vous iriez à chanter à Facile à chanter? Est-ce que vous iriez à Question pour un champion comme candidat? Je ne suis jamais allé à la Question pour un champion qui existait avant que j'arrive à France 3. Je n'ai pas été invité à aller encore à Facile à chanter, mais je pourrais vous dire toute une série d'émissions de France 3 dont je suis un spectateur très très fidèle depuis très longtemps. Exemple? Thalassa, La marche du siècle, Faut pas rêver, Striptease. Ah oui, Striptease. Un trésor. Ah oui, c'est vrai. Une magnifique émission. Est-ce que vous rencontrez, est-ce que le directeur général de France 3 rencontre souvent les animateurs, très franchement? C'est à eux de répondre. Alors Pascal Brunner, franchement, j'ai dit. Brunner, pour ça, il va être très fort. Je suis trop occupé pour le rencontrer. Non, je crois que même si on ne se rencontre pas forcément très souvent, on peut avoir Xavier relativement facilement au téléphone. L'histoire s'est posée hier, j'avais besoin de le joindre, j'ai eu le secrétariat tout de suite. Xavier était en réunion, on n'a pas pu se parler, mais il aurait été là, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Il y a une espèce d'accessibilité et un côté familial dans cette société que je connais depuis assez longtemps, qui est évidente en tout cas. Vous êtes devenu, malgré votre jeune âge, une figure emblématique de France 3. Faut que je le prenne bien. Vous y êtes depuis combien de temps vous y êtes? Écoutez, il y a deux chiffres qui sont clairs. Je vais avoir 30 ans au mois d'août prochain. Et 2 mois avant, le 28 juin très précisément, on pourra fêter le 15e anniversaire de mon premier contrat avec France 3. Ah, vous avez démarré à 15 ans? Oui, 15 ans, oui. En radio, puis en télé, mais ça fait 15 ans. À quel endroit? Quand on vous a vu sur les images? À Limoges, comme vous. C'était à Limoges, mais oui, exactement. Sur les images, là, j'avais 17 ans à peu près. Là, ce qui est formidable aussi sur France 3, c'est qu'on vous laisse le temps de faire des progrès, si vous voyez ce que je veux dire. On laisse le temps au temps, on a entendu ça tout à l'heure avec Jean-Pierre Côté, et c'est un peu ce que vous dites aussi. Pascal Brunner, vous, c'était un challenge de mettre effectivement ce jeu musical à 20h face aux journaux télévisés, et les résultats sont au-delà de ce que... C'est surprenant, oui. Ouais. On a pris, avec l'équipe de Starling, avec France 3, on a pris Facile à chanter, le créneau 20h, 20h30 à 7%. On l'a dit dans le reportage, vendredi dernier, 24,7 de part de marché. Donc ça fait une multiplication de plus de 3. Ouais, c'est surprenant. On ne s'y attendait pas. Peut-être que le mélange, justement, cette contre-programmation fait que, en plus, dans la période actuelle, avec les élections, peut-être que les gens ont envie de se démarquer un peu de ça et puis de se détendre avec de la chanson française, 96% de chansons françaises et 750 morceaux par mois. Vous avez été contacté réellement par TF1 ces derniers temps? Oui. Et alors? Mais comme j'ai envie d'aller avec Facile à chanter et donc France 3 jusqu'au bout, déjà avec cette émission, qu'on va la proposer en prime time, dans une déclinaison avec des vedettes invitées ou des spéciaux avec les champions de Facile à chanter. J'ai répondu tout simplement que j'avais envie d'aller au bout de cette aventure et que pour l'instant, on n'était pas d'actualité. Alors Pascal Sanchez, vous êtes le nomade de France 3, parce que vous êtes depuis un an et demi, avec une pêche d'enfer. Vous êtes de ville en ville tous les jours. Vincent Perrault, vous connaissez ça plutôt l'été. J'ai connu aussi l'été d'ailleurs. Je connais bien le terme de nomade. Non, lorsque j'entends notre directeur évoquer la curiosité, la proximité, en fait j'ai l'impression qu'on est complètement en adéquation avec ce que doit être cette chaîne. C'est une chaîne de proximité qui s'appuie sur un maillage régional, qui doit déclencher de la curiosité chez les gens. Moi, tous les jours, mon émission elle est entre 17h40 et 18h30. Moi, j'ai envie de les divertir en les rendant curieux et en allant devant d'eux. Nous, on est la seule émission qui existe à l'heure d'aujourd'hui en France, à être tous les soirs en direct, en extérieur, quel que soit le temps, dans un lieu différent toutes les semaines, et ce pendant 44 semaines. On n'a rien inventé, mais à l'heure d'aujourd'hui, on est unique. En ce moment, vous le savez, tout le monde demande des augmentations de salaire. Vous êtes à côté du directeur général de France 3, il n'y a pas de problème de ce côté-là? Non? Moi, pour le moment. Quand j'ai entendu les chiffres de la pub à 20h, je me demande si je ne vais pas demander. Ouais. Bien? Non, ça va, tout va très bien. La chaîne est très modeste aussi sur ce plan-là. Ouais. Vous vouliez la parole? Oui, non, je levais simplement le doigt. Moi, c'est pas une augmentation de budget que je pense. C'est que lorsqu'on voit autant de gens et tout, j'ai le directeur à mes côtés, vous demandez si on avait des revendications. Moi, j'aimerais plus de temps. Voilà, simplement. Plus de temps d'antenne? Oui, plus de temps d'antenne parce que autant de gens sur la route et tout. Qui sont là. C'est ça. Non, c'est même pas ça. Je ne veux pas avoir l'air de tourner la conversation, mais vous avez remarqué tout à l'heure le nombre de gens qui sont partout ailleurs dans les autres télévisions et qui viennent de France 3. Et France 3 accepte très bien ça. Et même c'est peut-être une de ses missions de service public, c'est d'avoir
une espèce de rôle d'initiation, de formation. Et si un jour, ensuite, je le dis même pour ces messieurs autour de moi, quelque chose fait qu'ils vont ailleurs, eh bien voilà, c'est comme ça. C'est la vie de la télévision et c'est notre rôle particulier à nous, France 3. Julien Lepers, vous allez refaire d'autres émissions de 20h30. Exactement, Michel. Oui, j'ai un prochain à 20h30. Le dernier a vraiment bien fonctionné, mais le prochain, c'est un spécial cinéma pour le centenaire du cinéma, avec 10 personnalités du cinéma qu'on va recevoir, qui vont se battre entre elles. Vous avez l'habitude, Pascal, Vincent, et Pascal aussi. Claudia Cardinal viendra remettre le trophée. Il y aura un grand orchestre, 40 musiciens. On va essayer de faire une belle émission. Et puis le mois d'après, nous ferons une spéciale francophonie, spéciale langue française, exactement. Et là, nous recevrons des représentants du Gabon, Grèce, Inde, Irlande, Bénin, Japon, Pologne, Uruguay et la France avec la Nouvelle-Calédonie. Ce sera une belle finale. Alors, un samedi par mois, c'est une des particularités de France 3. Je crois que vous êtes la seule chaîne au monde à diffuser Ruban Rouge. Christian Desplaces a suivi la préparation et le déroulement de Ruban Rouge. Merci à tous. Merci Michel. Merci, au revoir Michel. Il ne faut pas qu'il y ait des mesures particulières pour le sida. Moi, je pense pas. Même quand on prépare la seule émission au monde consacrée régulièrement au sida, il faut se méfier des idées reçues. Le fait que les femmes se contaminent de plus en plus, que ça c'est en passe de devenir... Attends, les femmes, comment, les lesbiennes, tu veux dire ou... Non, les femmes. Je parle des femmes. Des personnes de sexe Les femmes sont plus exposées que les hommes à la contamination. Les lesbiennes ne se contaminent pas. Les lesbiennes ne risquent rien. Les lesbiennes vont bien. Les lesbiennes ne se contaminent pas. Justement, c'est pour ça. Non, je te parle des femmes qui ont des rapports avec des hommes, des femmes, quoi. Ruban Rouge est diffusé un samedi soir par mois aux alentours de minuit sur France 3. Bonsoir, bonsoir à tous. En France, la plupart des personnes touchées par le VIH ont entre 25 Pendant une heure, la télévision donne la parole aux malades du sida et répond à leurs questions. Une émission d'information et de service où la maladie est traitée sans voyeurisme. Socialement. On a tous des amis qui ont le sida, on a tous des amis qui meurent. C'est une maladie de notre temps, quoi. Et donc on en parle avec des mots de proximité, des mots d'amour, des mots d'émotion aussi, quoi. Et je pense que c'est une émission qui rend service, quoi. Moi, je suis très fier de faire cette émission. Effectivement, il y a constamment... Ruban Rouge est né à l'antenne après l'émission SIDAction, diffusée par toutes les chaînes le 7 avril 1994. L'émission est présentée par une journaliste et un médecin psychiatre. D'abord hebdomadaire, aujourd'hui mensuel, mais toujours au même horaire, minuit. C'est quand même effectivement un handicap, parce que le nombre de personnes à qui... que cette émission concerne au premier chef, parce qu'elles sont malades et qui ne peuvent pas tenir jusqu'à minuit, voilà. Mais enfin, on existe, c'est déjà ça. C'est le médecin du travail qui est client du salon de coiffure qui l'a dénoncé à sa patronne. À quelques mètres du studio, un standard. Les écoutants de SIDA Info Service recueillent les témoignages qui vont alimenter le débat en direct. Une centaine d'appels en moyenne par émission. Est-ce que Ruban Rouge déclenche des questions un peu basiques sur le sida, style comment ça s'attrape, est-ce que les moustiques transmettent le sida, etc. Assez peu, assez peu. Assez peu parce que là on voit que les gens qui regardent Ruban Rouge sont des gens concernés. Donc tout ça ils le savent. Je voudrais, parce que je sais que nous avons... Ruban Rouge est donc une émission interactive. Quand par exemple elle aborde le thème sida et travail, témoignage spontané d'une coiffeuse dénoncée par son médecin du travail et aujourd'hui sans emploi. C'est assez aussi édifiante. Nadia, vous voulez témoigner? J'ai commencé la coiffure, j'avais 15 ans, ça fait 10 ans que j'étais dans la même entreprise. Vous êtes aimé, vous êtes adoré par tout le monde. Et puis finalement, plus rien. Parce que le médecin du travail a commis cette indiscrétion qui est... Pas de doute pour l'équipe de Ruban Rouge. L'émission peut concerner tout le monde. On est aussi beaucoup regardé par des gens qui ne sont pas du tout concernés et qui veulent simplement s'informer. Il me semble par exemple que l'émission de ce soir, elle est exemplaire par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on touche à la discrimination sur le plan du travail, sur le plan de ses droits sociaux, on touche à la discrimination de tous et on touche au plus intime des rapports humains et des droits des personnes. Dimanche soir, le nouveau rendez-vous dominical de France 3 en deuxième partie de programme est présenté par Christine Ockrent qui reçoit un leader politique chaque dimanche soir, puis débat avec Philippe Alexandre et Serge Julie qui nous rejoignent tous les trois. Bonjour à tous les trois. Alors c'est un débat le dimanche soir avec un casting où vous jouez chacun un rôle spontanément ou est-ce très préparé? Est-ce que c'est très préparé? C'est très très préparé. Nous y pensons toute la semaine, mais c'est préparé par une intense méditation personnelle de chacun des trois. Voilà.
C'est-à-dire que les répliques sont spontanées, et donc c'est le fruit de vos cogitations individuelles de toute la semaine dans vos organes respectifs. Voilà. Dans nos organes respectifs, on peut le dire. C'est ça, ouais. Ça vient de... Absolument, alors, l'invité de ce soir... Je crois que le charme, justement, c'est que c'est pas préparé du tout. Mais en fait, c'est vrai que nous vivons là-dedans toute la semaine et que nous ne sommes pas particulièrement surpris par les questions qui viennent sur le tapis. Voilà, et comme on a mauvais esprit tous les trois... Comment est née cette complicité? C'est une complicité qui a commencé d'abord entre Serge et moi à TF1. Il y a près de 6 ans. Là, tu parles de télé, là. Pour des... Non, parce que oui, c'est une complicité télé qui a commencé il y a près de 6 ans, donc, avec Michel Cotta. Et puis il y a eu des petits problèmes. Serge vous racontera. Voilà, et j'ai eu le bonheur d'en prendre le relais grâce à Hervé Bourges. On a eu le bonheur d'arriver à France 3, où tout se passe très bien depuis un temps, je ne sais plus combien de temps. Immémorial. Et on est très contents de se retrouver le dimanche. L'agrément de cette émission, c'est que finalement, on se retrouve tous les trois le dimanche. Alors ce soir, l'invité, c'est Lionel Jospin. Qui est donc... par le jeu du gymkhana électoral, le dernier de nos invités politiques, puisque nous avons, bien évidemment, de façon méticuleuse, respecté l'équilibre et les temps de parole. Donc nous avons eu droit à peu près à tout le monde. Donc nous avions Jacques Chirac dimanche dernier, Édouard Balladur le dimanche précédent, et ce soir Lionel Jospin. Et à partir de dimanche prochain, et pendant toute la durée de la campagne officielle, nous n'avons plus d'invités politiques, nous serons donc tous les trois. Il n'y aura pas d'invités du tout, du coup. On est libre. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas très original ce qu'il y a sur la table, mais bon, c'était un petit peu inévitable. Mais c'est sympa, vous connaissez leur goût. Pour savoir si tout ça correspond vraiment à vos goûts. Non, si... on ne goûte pas de ce liquide-là. La poire, pas du tout. Non, pas du tout. Vous savez comment est venue l'idée aux auteurs de Guignol? Non, c'est un mystère. Vous la connaissez? Non, pas du tout. On va leur demander. Vous pouvez nous dire alors d'où vient l'obsession de la prune? Vous avez une explication? Moi, il me semble que la traduction la plus simple qu'on puisse faire de ça, c'est pour vous êtes bien... des poivrons? Pour bien souligner le côté un peu café du commerce de notre conversation du dimanche soir. Bref de comptoir, quoi. Les Guignols ont contribué à votre notoriété qui était déjà très grande. Comment le vivez-vous? On essaye d'être à la hauteur tous les dimanches, c'est difficile. Je suis d'accord avec Serge. Non, comment est-ce qu'on le vit? C'est vrai, c'est difficile. Moi, je sais pas, je le vis pas. Ça me... je suis content, serré. Je vais vous dire, bon, c'est vrai que chaque fois que je... Est-ce qu'on le vit de mieux en mieux ou de moins en moins bien? Pour pas dire de plus en plus mal. Ah nous, on le vit de mieux en mieux, parce que vraiment, ça, je veux dire, on n'a pas une image, on n'a pas une image à défendre. On n'est pas, enfin, je crois pas, on n'est pas candidat à des élections, donc on n'a pas de problème. Et vous, Christine? Moi, je suis en grand progrès, parce que j'ai eu mon époque couronne de travers et œil au beurre noir, me semble-t-il, aux marionnettes de Canal, donc je me dis que l'avenir est formidable, que ce Alors on va voir mieux. Quelques extraits des Guignols qui vous sont consacrés tout particulièrement. Je crois que en Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on voit? T'as Leclerc qui a perdu, y compris au niveau du résultat, mais Désolé Serge, mais je les trouve pas ces cakes. Où qu'elle a foutu ces cakes, Christine? Regarde en dessous s'il n'y a pas des cacahuètes, là. Y a rien, y a que des pistaches. Tant pis, fais péter les pistaches. Mais qu'est-ce que vous foutez là? On fait rien de mal, Christine. On parlait Afrique du Sud avec Philippe. Et de pistaches. Mais c'est pas vrai, vous allez pas m'embêter comme ça toutes les semaines. C'est pas chez vous ici. Sortez ou je lâche le chien. Sheffield. Allez, un dernier débat chez Sheffield. Et on rentre. Et voilà ce que je voulais crier dans Bosna. Serge Julie. Je suis d'accord avec Serge. C'est une manœuvre de cheminement pour faire chier et la peine. Si on allait prendre une soupe à l'oignon chez William Nemergy, et un enfant, une soupe à l'oignon chez Matin. Faut pas faire des mélanges. Après, t'as une barre là. Pas chercher plus loin. À quoi qui ressemble sa nouvelle formule de Libé à comment, là, Serge? La voilà. Ah, ouais.
À ce point-là, hein. Ah, quand même. C'est les mélanges, hein. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui tenait, dites donc. Messieurs les socialistes ont un candidat, Lionel Jospin. Votre réaction? Ah bah là, je crois que c'est clair, ça change tout, y compris au niveau de la campagne. On a une campagne qui est totalement relancée, hein, Philippe? Oui, ah oui, là, totalement relancée. Désolé, messieurs, je ne vois pas en quoi la campagne est relancée. Mais elle est bouchée. Mais tu veux tuer le métier ou quoi? On te dit que c'est relancé, c'est relancé. Sinon, on va parler de quoi pendant 3 mois? Y a que toi qui est pas relancé. Ah, ça, pour aller faire la maline au 7 d'or avec une robe longue et une tiare, y a du monde, là, ça, oui, hein. Alors, quel est l'impact des guignols sur les élections présidentielles? On avait fait faire un sondage pour Télédimanche, on se rendait compte que l'impact n'était pas considérable, mais il y avait un impact et qu'il y a des personnalités politiques qui se sont rendues plus sympathiques que d'autres par les guignols ou par le bébé de show. Quelle est votre opinion à vous? Moi, je pense beaucoup à ça, au facteur sympathie. Je crois que ça joue très fort, et notamment auprès des enfants et des jeunes. Oui, moi je crois que ça joue, il y a ce facteur, mais je crois que ça humanise formidablement des personnages qui sont plutôt abstraits, langue de bois, et donc y compris plus il leur arrive de malheur, et d'une certaine manière les guignols caricaturent ces malheurs, donc les aggravent, plus ils sont des personnages finalement assez sympathiques. Qu'allez-vous faire alors pendant toute la période à partir de demain, les autres dimanches? Donc vous serez tous les trois, il n'y aura plus d'invités le dimanche soir, vous allez débattre tous les trois. Ouais. Et ensuite, pour la soirée des présidentielles? Et la soirée des présidentielles, on va probablement tous les trois, on va fêter ça. On va se livrer à notre exercice coutumier. Sur France 3, donc après les résultats. Ouais, le plus difficile, c'est de dire « Ah bah, je l'avais bien dit, je l'avais prévu ». Ça, c'est le plus difficile. Non, mais ça, tu trouveras bien le moyen de le dire. Ouais, est-ce que vous pensez que la télé aura joué un rôle capital? C'est un sujet qui est évoqué dans beaucoup de journaux en ce moment. Aura joué un rôle capital dans cette élection particulièrement? Moi, je pense qu'elle aura moins joué le rôle cette fois-ci que dans les élections précédentes, parce que d'abord, il y a beaucoup plus d'émissions, parce qu'il y a plus de chaînes, parce que, etc., vous le savez aussi bien que moi. Donc il y a beaucoup d'émissions, et regardez, les gens finalement, les candidats ont été obligés d'aller beaucoup sur le terrain, comme ils disent, de faire beaucoup de réunions, ce qui prouve que finalement ça a autant d'importance, la campagne de papa a autant d'importance que la télé. Merci à tous les trois, à ce soir donc sur France 3, chaîne à laquelle nous avons consacré une grande partie de cette émission. Hier c'était le 1er avril. Date rituelle à la télé aussi. Ainsi, Nagui avait-il prévu une brosse à dents un peu particulière dans laquelle le public était encore un peu plus en délire que d'ordinaire. Au milieu de ce public, notre équipe, Michel Royer et Franck Dellens, dont le reportage commence à la toute fin d'émission, comme si vous y étiez. Ce soir, vous partez tous! Ah, si vous aviez été dans le public de la brosse à dents du 1er avril, vous non plus, vous n'en seriez pas revenu de suite. En entendant Nagui, Grand Prince, offrir à tous le cadeau suprême de l'émission, le voyage au soleil gagné d'ordinaire par un seul couple. Et sûrement, vous aussi, vous auriez fait comme Michael. Vous auriez manifesté votre joie. Et ce, pendant un bon quart d'heure, et même après la fin de l'enregistrement, jusqu'à ce que Nagui, hors caméra, vous mette le doute. L'émission passe par 1er avril. Tout le monde pense partir. Tout le monde pense que c'est un poisson d'avril. Et vous partez réellement. Alors, vous auriez encore beaucoup crié, jusqu'à ce que ceux-là même qui chauffaient la salle avant l'émission tentent de vous calmer. Alors asseyez-vous s'il vous plaît, maintenant faut qu'on organise les choses parce que... Oui, parce que c'est pas rien faire partir vers le soleil 350 personnes énervées avec autant de bagages, de brosses à dents et de questions. Alors s'il vous plaît, tous vos véhicules sont dans l'enceinte, gardez là-bas, d'accord? Donc les bagnoles, pas de problème. C'est vrai, c'est vrai. Dites-leur que c'est vrai. Dis-le pas, c'est vrai. Moi, c'est vrai. On va maintenant faire sortir le public, ranger, jusqu'à mardi. Restez dans la... Je savais qu'il y avait des trucs bizarres, je te l'ai dit. Franchement, Nagui, t'es génial. Super, franchement, on sait pas quoi dire. Super.
Vous auriez encore beaucoup crié dans votre bus, direction Roissy, où vers minuit, vous vous seriez rué sur les téléphones pour avertir vos parents ou votre patron. Allô, grand chef, c'est Isabelle. Eh ben, je pourrais pas venir travailler. J'ai participé à l'émission N'oubliez pas votre brosse à dents. Satan! Et j'ai gagné, on part en Tunisie, je serai là mercredi. Bisous, Ensuite, salut. sur la passerelle de l'un des deux Boeing, Nagui certainement vous aurait dit « Bonsoir madame, bienvenue à bord, bon voyage. Bonsoir. Eh ben bon voyage alors. Bon voyage, bon voyage, bon voyage, bon voyage. » Et puis l'avion Paris-Djerba, jusqu'à 5 h du mat. Et dès midi, l'accueil 4 étoiles des responsables du tourisme djerbien, très généreux sponsor avec la compagnie aérienne de toute cette opération. 4 jours de vacances non programmés au soleil, vous auriez vous aussi sûrement fait des photos. On n'a pas beaucoup dormi, mais bon, avec le temps qu'il fait, la mer, il n'y a pas de problème. On n'y croit pas, quoi. On a bien mangé, les vacances allaient comme il faut. Alors, si vous aviez été sur le plateau de la brosse à dents du 1er avril, vous auriez en outre passé 2 jours avec Nagui. Bien dormi. Nagui, reçu ici comme un roi, comme un prince, comme un nabab, comme un frère, comme un ami célèbre qui n'a pas chopé la grosse tête. Un ami célèbre des deux côtés de la Méditerranée, puisque ses émissions sont très suivies ici. Je le connais bien, pas personnellement, mais je le vois toujours dans des émissions à la télévision. Que le meilleur gagne, par exemple. C'est bien connu, Nagui. Et bien sûr, on est heureux de le voir. Ici, on aime Nagui particulièrement pour le sang arabe qui coule dans ses veines. Et il constitue pour nous une sorte de cousin, de symbole de C'est un symbole de la réussite de quelqu'un, d'un arabe en France. Nagui en Tunisie comme à Paris, au milieu de son public, animateur populaire et content de l'être. Alors bravo Nagui et encore choukran, merci, pour ce délire de quelques jours en Tunisie. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on va continuer. Excusez-nous. Hein. Salut, Télédimanche. Salut, à la semaine prochaine, dans un instant, la semaine des Guignols.